Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel Esprit Public, au début duquel je vais, selon la tradition, vous donner quelques nouvelles de notre petite entreprise. D'abord, je dois vous informer que pour le moment, nous ne prévoyons pas d'émission en public. Le théâtre que met à notre disposition l'école alsacienne est occupé incessamment en mai et en juin par les activités théâtrales et musicales des élèves. J'ai d'ailleurs assisté à une excellente représentation de La Tempête. Si vous avez des idées d'une salle qui puisse nous accueillir, nous sommes preneurs. Sinon, pour d'autres émissions en public, rendez-vous à la rentrée de septembre. Je trouve que depuis l'annonce de la fin des hostilités avec Radio France, vous avez éprouvé une sorte de nouvel élan pour nous soutenir et nous donner les moyens de continuer. Pour vous, que ça dure, ne vous en privez pas et ne vous privez pas non plus de l'idée de le faire savoir autour de vous. J'ajoute aux remerciements que je vous adresse les remerciements que nous devons à l'agence Cosa Vostra, spécialisée dans la conception de projets digitaux, agence Cosa Vostra, qui nous conseille et qui nous soutient depuis la première heure. Et puis, nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui s'interroge sur le droit de rêver. C'est son 200e numéro. Julien Bisson retrace l'histoire des utopies. Aude Lancelin revient sur l'hétérotopie de Michel Foucault, qu'elle définit à sa suite comme des lieux non pas hors de portée ou intrinsèquement inexistants, mais simplement autres, histoire de marquer que ceux-ci n'étaient pas hors de portée de l'action des hommes et avaient une possibilité véritable de passage à l'existence. Quant à l'orpailleur de poètes attitré du journal, Louis Chevalier, il propose une traduction que fit Paul Valéry de la 4e bucolique de Virgile. Bientôt la chèvre rentrera les mamelles trop pleines, le bétail n'aura plus à craindre les lions. Et ton berceau de fleurs charmantes s'ornera, le serpent périra, les plantes vénéneuses périront, et partout croîtront les aromates. Acceptons-en l'augure et remercions nommément quelques-uns de ceux qui nous ont soutenus. Je nomme ici Annie Vial, Anne-Marie Mathieu, Fabrice Le Celler, François Després et Gilles Portier. Alors, je remercie Dominique Bloch-Berthier, François Dugois, Christophe Bachelet, Alexandre Pitoiset et Loïc Beignet. Je remercie à mon tour Nicolas Goguez, Karine Kassongo, Jean-Marc Dubouloz, Alain Cougar et Benoît Dassonville. Notre reconnaissance à Antoine Silbert, Bénédicte Dupoux, Pascal Denis, Philippe Guibelin et Nicolas Jachier. Eh bien, pour ma part, je suis heureux de saluer et de remercier Isabelle Beaufils, Jean-Gabriel Audebert Larochasse, Philippe Durand, Gigi Clément, j'ai pas le droit au prénom là. Ça doit être Jean-Jacques. Ça doit être Jean-Jacques, on peut l'imaginer, et Catherine Tron. Je vous remercie. Vous avez reconnu par ordre d'entrée en scène Marc-Olivier Padis, directeur des études du think tank. J'allais dire Cosa Vostra, pardon, Terra Nostra. Nova. Pardon. Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et de l'Institut de géopolitique. Nicole Liesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire des arts et métiers, et Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine. C'est avec eux que nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons en commençant par la rencontre des deux Corées. Le 27 avril, le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a rencontré son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, au milieu de la zone démilitarisée qui sépare les deux pays depuis l'armistice de 1953 dans le village de Panmunjom. Kim Jong-un est donc devenu ce vendredi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol de son voisin du Sud depuis 1953. Les deux leaders ont déclaré vouloir cesser complètement les activités militaires hostiles, assurant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule coréenne et que la Corée était au seuil d'une histoire nouvelle marquée par une ère de paix. Ils se sont engagés à rétablir des relations normales entre leurs deux pays à travers des actes symboliques comme l'arrêt de la propagande par haut-parleurs le long de la zone démilitarisée ou la reprise des réunions des familles séparées par la guerre dès août 2018.
Parmi les promesses inédites de ce sommet, une dénucléarisation complète de la péninsule à travers un moratoire, la fermeture du principal centre d'essai nucléaire nord-coréen, ainsi que la tenue cet automne de négociations en vue d'un traité de paix après 65 années d'armistice entre les deux pays. Donald Trump, qui doit rencontrer son homologue nord-coréen début juin, a décrit un sommet historique tout en remerciant Pékin pour son aide précieuse et en avertissant que malgré l'enthousiasme de Pyongyang, il ne se ferait pas avoir par Kim Jong-un. La Chine a salué le courage des deux dirigeants coréens et elle a qualifié la rencontre de développement positif en vue de la réconciliation et de la coopération intercoréenne. Kim Jong-un s'est dit prêt à dialoguer avec l'ancienne puissance coloniale japonaise à tout moment. Le Premier ministre nippon Shinzo Abe a évoqué un pas positif vers une résolution d'ensemble de plusieurs questions concernant la Corée du Nord. Enfin, si Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, a déclaré que les deux dirigeants avaient montré au monde que le chemin vers la paix est possible, ces derniers ont tout de même tenu à rappeler qu'il pourrait y avoir sur le chemin de la paix des retours de bâton, des difficultés et des frustrations, précisant qu'on ne peut parvenir à la paix sans douleur. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Avant de parler des obstacles et de ce qu'il va y avoir de douloureux, et on est loin du compte, incontestablement, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a encore quelques mois, on avait un niveau de tension autour de la péninsule coréenne qui était alarmant, on va dire, avec des déclarations intempestives de Trump menaçant, à la limite, de porter l'affrontement et la guerre si nécessaire. Compte tenu du caractère parfois imprévisible du président des États-Unis, il y avait de quoi être assez préoccupé. Bien. Donc ce retournement, il est vrai inattendu, incontestablement inattendu, qui démarre avec une invitation de la part du président de la Corée du Sud à ce qu'une délégation de la Corée du Nord vienne aux Jeux Olympiques d'hiver. Pour une fois, les Jeux Olympiques serviraient à quelque chose sur le plan géopolitique, puisque ça permettrait peut-être de faire avancer une situation plus ou moins tranquille sur une péninsule, qui est la péninsule coréenne. Donc, et il envoie le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, envoie sa sœur. Dans la délégation, c'est important. Parce que sa sœur, il a une relation très très proche avec elle. Et elle l'est séduite. Et je pense que les gens de la Corée du Sud font ce qu'il faut pour. Elle est séduite par ce qu'elle voit. Et elle rentre avec un discours hyper positif. Je pense que c'est important de tenir compte des acteurs dans cette affaire-là et des personnalités des acteurs. Il faut se souvenir que Kim Jong-un a fait ses études en Suisse. Il est sorti de la Corée du Nord, il est formé en Suisse, et quand il prend le pouvoir en 2011, on se dit ça va changer, parce que lui, il n'est pas resté enfermé dans le modèle, il a vu ce qu'était une société occidentale, dont il avait, dit-on, fort bien profité. Je crois que c'est aussi une donnée qui n'a pas été rappelée, mais qu'il faut peut-être prendre en compte. Et troisième élément qui est utile, c'est que maintenant, grâce aux missiles ou à cause des missiles moyenne portée, voire longue portée, il se sent, ce leader de la Corée du Nord, avec une carte maîtresse. Dès qu'il a montré qu'il tenait cette politique, qu'il est allé contre les menaces des uns ou des autres, et que maintenant, il peut sans doute passer à autre chose. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Sur le plan interne de la péninsule coréenne, pour la Corée du Nord, depuis 1953, c'est l'idée qu'il faut réunifier la péninsule coréenne sur le modèle et sous l'autorité du régime de la Corée du Nord. Pour la Corée du Sud, qui n'a pas signé, ce qui n'est pas d'ailleurs un armistice, mais qui est seulement un cessez-le-feu, et qui ne l'a pas signé parce que c'était la reconnaissance de la partition de la péninsule, clairement, et déjà maintenant depuis plusieurs années, surtout après la réunification allemande, on ne veut pas de la réunification. Et c'est clairement dit. Pourquoi ? Parce qu'on ne saurait pas y faire face. Ils ont parfaitement étudié le coût de la réunification allemande. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de se permettre la réunification. Et ils ne la demandent plus. C'est quelque chose de très très important. D'une certaine façon, on acte, pour un temps,
de Corée sur la péninsule coréenne. Même si, et c'est intéressant, on a ce leader de la Corée du Nord qui dit « nous avons une même langue, nous sommes un même peuple, nous avons un même pays ». Ce qui va évidemment sur quelque chose de contradictoire avec l'idée qu'on aura 2 États dans la péninsule coréenne. Autre élément qui est, je crois, tout à fait important, c'est bien évidemment l'environnement géopolitique autour. Sans la Chine, et Trump l'a reconnu tout de suite, sans la pression chinoise, je ne suis pas sûr qu'on en serait à cette situation-là. Il est évident que Xi Jinping a fait comprendre au leader coréen, Kim Jong-un, que voilà, ça allait bien comme ça, que les sanctions étaient là et qu'il les avait approuvées et qu'il pourrait les faire exercer encore sans doute un peu plus sévèrement. Ce qui est un poids très sérieux puisque l'essentiel de l'activité externe de la Corée du Nord se fait avec la Chine. Qu'est-ce qu'elle importe, la Corée du Nord ? Du charbon, des textiles et du fer. Pour le reste, elle n'a pas de pétrole, elle est obligée de l'importer. Donc elle est dans une situation effectivement d'une réelle fragilité. Et je pense que dans les arguments qui sont donnés, la nouvelle stratégie du développement économique annoncée, ce leader, donc Kim Jong-un, a absolument besoin d'une ouverture et de l'appui d'un certain nombre de responsables autour de lui. Ceci étant, et ça sera mon dernier point, il faut savoir que sur cette péninsule, on a les plus grandes armées du monde, soit dessus, soit à proximité. C'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est la Russie. La Corée du Nord, je crois, est à peu près la 11e armée. La Corée du Sud. La Corée du Nord, elle est dans les 20e rangs. Et il y a le Japon qui est aussi une grande armée. 7e. Donc, 7e. Donc, on est loin d'être là dans l'euphorie forcément d'un traité de paix signé et tout irait au mieux. Néanmoins, c'est incontestablement un changement dans la situation. Maintenant, tout dépendra de la rencontre entre Trump et Kim Jong-un qui doit avoir lieu fin mai, début juin. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Marc-Olivier Padis. Oui, Béatrice a tout à fait raison de dire que c'est un retournement inattendu et heureux par rapport à la situation de tension extrême qu'on a pu observer il y a quelques mois. En même temps, c'est un retournement qui reste en cohérence avec les choix de long terme de chacun des acteurs. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a été élu avec un projet justement de détente vis-à-vis du Nord, une sorte d'ostpolitique, la politique du rayon de soleil, comme on dit là-bas, et il a suivi cette stratégie de manière continue, comme l'a rappelé Béatrice, avec les Jeux Olympiques d'hiver, et il parvient à ses fins, donc c'est un grand succès pour lui, à 2 mois d'élections législatives qui sont assez importantes pour un pays où la démocratie, il faut dire, reste un peu jeune et balbutiante à certains égards. Il faut se rappeler que la précédente présidente sud-coréenne est en prison pour corruption. Donc, c'est un pays qui n'est pas encore très, très fort dans ses fondamentaux démocratiques, disons. Donc, ces élections sont vraiment importantes. Alors, le président nord-coréen, pour sa part, on peut avoir l'impression qu'il a complètement fait volte-face ou renoncé à toutes ses ambitions. En fait, c'est loin d'être le cas, puisqu'il avait, quand il est arrivé au pouvoir, il a développé une ligne politique qui consistait à dire nous développons de manière parallèle des capacités militaires et économiques pour viser ce qui est l'objectif de toujours du régime nord-coréen, l'autonomie. L'autonomie par rapport aux voisins, par rapport au Sud, par rapport au contexte, etc. Mais évidemment, il ne peut pas poursuivre les 2 lignes indépendamment l'une de l'autre. Développement militaire, développement économique. Jusqu'à présent, le développement militaire s'est fait au détriment du développement économique parce que ça a absorbé énormément de devises en fait étrangères et la population est restée dans un état de sous-développement et même parfois de privation extrême. Il faut rappeler que dans la deuxième moitié des années 90, il y a eu une famine qui a fait entre 600 000 et 1 million de morts, pour autant qu'on puisse savoir, et donc tout ça est quand même assez récent.
Donc, l'objectif du président nord-coréen, c'est le développement économique. Il a commencé à détendre un peu, pour autant qu'on sache, la situation économique. Il a permis aux grandes entreprises publiques de créer des filiales privées qui s'occupent de différents secteurs qui sont d'ailleurs parfois en dehors de leur périmètre habituel. Il a détendu les choses du point de vue de l'agriculture. Et il a eu cette formule tout de même assez incroyable lors de la rencontre. Béatrice a rappelé qu'il a dit nous partageons une langue, un même sang, un même pays, mais il a dit aussi partageons la coprospérité. Alors là, c'est quand même spectaculaire parce que la prospérité nord-coréenne, il n'y a pas grand monde qui veut la partager. Et de fait, les Sud-Coréens sont extrêmement réticents à l'idée d'une réunification à l'allemande. Ils ont bien vu ce que ça avait coûté à l'Allemagne de l'Ouest, et l'Allemagne de l'Est par rapport à la Corée du Nord, c'est pratiquement un pays très, très avancé, très développé. En fait, on ne sait pas exactement quel est l'état de l'infrastructure économique nord-coréenne, et donc un rapprochement est assez compliqué. Bon, là-dessus, effectivement, il y a les voisins, donc la Chine pèse énormément, évidemment, dans le contexte. Il y a aussi le Japon, qui est un acteur local qui a un rôle très ambigu par rapport à la Corée, parce qu'il faut rappeler que le Japon a été la puissance coloniale de la péninsule de 1910 à 1945, et que les deux pays, le Nord mais aussi le Sud, cultivent quand même un nationalisme extraordinairement fort, en particulier contre le Japon, dont il va falloir quand même, qui doit quand même être partie prenante d'une négociation. Donc ces négociations vont être assez longues, assez compliquées. Ce sera probablement une occasion de chantage de la Corée du Nord vis-à-vis de tous les autres acteurs pour essayer de récupérer des devises, de la technologie, des choses. Mais ça avancera peut-être. Il y a déjà eu par le passé, notamment dans une décennie entre 98 et 2008, des débuts de rapprochement qui n'ont pas donné grand-chose. Mais enfin, pour une fois, soyons optimistes. Nicole Lisato ? Oui. L'histoire dira si ce sommet était historique ou si c'est un coup d'épée dans l'eau comme les précédents sommets de 2000 et 2007. Mais moi, je crois quand même que ce sommet est extraordinaire pour deux raisons. La première, c'est la rapidité de la volte-face diplomatique de la Corée du Nord et des États-Unis. Béatrice l'a rappelé, mais enfin, il y a 6 mois, on était proche de la guerre nucléaire. Et deuxième raison, et là j'ai quelques nuances avec l'analyse de Béatrice, la deuxième raison pour laquelle ce sommet est extraordinaire, c'est parce que je crois que les symboles de la réunification ont été plus importants que le discours officiel sur le contenu de la déclaration et en particulier sur la dénucléarisation. Et là, il y a peut-être un malentendu. Les Occidentaux braquent leur attention sur la dénucléarisation. Je crois que les Coréens, Nord et Sud, braquent leur attention sur la réunification. Et ce qui est frappant, c'est l'accumulation des symboles. D'abord, la carte de la Corée, de la Grande Corée derrière, avec les îles disputées avec le Japon, la garde impériale qui était vêtue du costume royal d'avant l'invasion japonaise de 1910, le fait de planter un arbre avec l'eau du Nord et la terre du Sud ou l'inverse, je ne sais plus, l'alignement des fuseaux horaires de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, et puis le pas de deux le long de la frontière, je te tiens, tu me tiens, etc. Moi, je crois profondément que le seul message important au monde de ce sommet, c'est que Nord et Sud considèrent maintenant le processus de réunification comme leur priorité. Et c'est pour ça que Béatrice a raison de dire que la Corée du Sud s'inquiète du coup que ça pourrait avoir, etc. Mais je crois que l'unification aujourd'hui, elle est à l'ordre du jour. Et mon deuxième point serait pour dire, s'il y a un scénario positif que la communauté internationale, si tant est que ça existe, ou en tout cas les Européens, devraient soutenir, je crois que le scénario rose, il se diviserait en 3. Premièrement, une unification à la Taïwan, c'est-à-dire non pas l'absorption d'un pays par l'autre, mais un peuple, 2 États, 2 systèmes. Et advienne que pourra dans 100 ans. Mais un peuple, 2 États, 2 systèmes, je crois que le modèle Taïwan est le modèle
qu'il faut encourager pour l'unification de la Corée. Il ne faut pas s'opposer à l'unification de la Corée. Ces peuples ont 6 000 ans d'histoire, 35 ans d'occupation japonaise, 73 ans de séparation. Donc c'est strictement rien au niveau de la conscience collective. Donc le scénario rose, c'est le scénario Taïwan, avec évidemment un traité de paix, mais ça me paraît pas difficile. Deuxièmement, une dénucléarisation de l'avenir. Je crois que l'erreur des Occidentaux, c'est de considérer la dénucléarisation comme une dénucléarisation des territoires. Ça n'est pas ce qui sera fait. Il est absurde de vouloir la dénucléarisation unilatérale de la Corée du Nord, et il est encore plus absurde de vouloir dénucléariser la Corée du Nord et enlever le nucléaire américain de la Corée du Sud. Ça ne se fera pas. Donc ce qu'il faut, c'est geler la question nucléaire, et je crois que c'est comme ça, en tout cas que moi j'interprète la déclaration. On gèle la question nucléaire sur le passé, et l'avenir est sans nucléaire. C'est-à-dire que la Corée du Nord renonce à tout essai, toute modernisation. C'est pour ça qu'elle ouvre ses sites, elle accueille les inspecteurs internationaux, même si les sites ne sont pas en très bon état. Et les Américains s'engageraient à ne pas augmenter, voire peut-être même à geler leur potentiel militaire et nucléaire en Corée du Sud. Et ça aurait un sens qui permettrait l'unification. Et troisièmement, un commerce intégré, ça c'est beaucoup plus facile. Dans l'accord, il y a au moins 2 choses. La reprise des projets de transport ferroviaire qui existent depuis longtemps mais qui n'ont pas abouti. Et puis la solution du conflit sur la pêche dans la mer Jaune. Et donc ce scénario-là ne me paraît pas du tout impossible. Il y a un seul pays qui est très inquiet, c'est le Japon. Le Japon, même s'il s'est félicité de cet accord, sent bien que son rôle de partenaire privilégié des Américains dans la zone asiatique pourrait lui échapper au bénéfice de cette double Corée. Et là, on voit bien les tentatives du Premier ministre japonais de faire un nouveau sommet pour essayer de contrebalancer politiquement ce que vont faire les Américains. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je voudrais dire un mot sur les États-Unis. Ça n'est pas la diplomatie américaine qui a remporté un succès. C'est un succès personnel de Donald Trump. Je crois que ce qui s'est passé là, c'est que ces 2 hommes, Kim Jong-un et Donald Trump, qui sont absolument atypiques, sans aucun surmoi diplomatique, si je puis dire, qui n'ont pas de principe, pas de contraintes diplomatiques quelconques, ont senti qu'ils pouvaient faire un deal. Et je crois que l'intelligence de Kim Jong-un, c'est d'avoir compris qu'il pouvait aujourd'hui avoir le meilleur deal avec le seul président américain qui est capable de faire autre chose que ce que lui conseillent ses diplomates. Et Trump a une responsabilité particulière dans le succès, mais du coup, il est piégé. Lors de la rencontre en juin, s'il y a un échec, c'est-à-dire s'il est trop insistant sur la dénucléarisation unilatérale de la Corée du Nord, il va être responsable de l'échec de cette dynamique. Et donc, il est obligé en juin de maintenir la dynamique positive pour ne pas apparaître comme l'homme qui a fait casser la paix en Asie. Et donc, je crois que l'Amérique est piégée, et d'une certaine façon, tant mieux. Il y a des éléments positifs qu'il faut encourager dans la région. Le seul point que je voulais ajouter encore sur Trump, je crois qu'il est d'autant plus prêt à faire des concessions sur la Corée du Nord. Certains disent même qu'il est nobelisable maintenant pour le prix Nobel de la paix, comme Obama. Il est d'autant plus prêt, parce qu'il veut apparaître comme un homme de paix en Asie, qu'il sait qu'il va apparaître comme un homme de guerre sur l'Iran. Et je crois qu'on ne peut pas analyser l'espèce de bienveillance américaine sur la Corée sans la mettre en parallèle avec l'hystérie belligène de Donald Trump sur le Moyen-Orient et contre l'Iran. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je suis, en écoutant Nicole, je pensais que, en fait, ce que nous avait offert, le spectacle que nous avaient offert les Coréens du Nord et du Sud, c'était moins un opéra avec un livret qu'un ballet avec une chorégraphie. Et donc, c'était moins le discours qui était important que l'ensemble des symboles extrêmement bien gérés, dont le plus amusant était le fait de sauter par-dessus la ligne de démarcation de part et d'autre pour montrer qu'il n'y avait pas de ligne. C'était vraiment une figure de chorégraphie qui nous était... Et là, ils sont très bons. Vraiment, la danse, ça les connaît. Ils sont très, très bons, et ils ont fait un ensemble ils ont offert au monde un spectacle extrêmement, extrêmement réussi. C'est intéressant parce que le discours, il y avait quand même quelque chose autour des 2 thèmes, dénucléarisation, unification, avec la nécessité de savoir comment on pondère l'un et l'autre. Mais antérieurement, la question, c'est est-ce que nous sommes dans la consécration du statu quo et l'acceptation sereine
de part et d'autre d'un statu quo qui existait, mais qui était vécu d'une façon extraordinairement dramatique et agonistique jusqu'à présent, ou est-ce que c'est véritablement un mouvement dans le sens de la dénucléarisation, dans le sens de l'unification? Moi, je crois plutôt au statu quo. Je crois que dans les deux directions, les deux choses, on ne peut pas aller très loin. Mais le fait même qu'on accepte ce statu quo, c'est en soi quelque chose de vraiment révolutionnaire. Je pense que sur le plan nucléaire, c'est quand même la consécration de la stratégie du voyou. Par rapport à ceux qui ont joué plus ou moins le jeu, comme les Iraniens, si on peut dire, enfin, les gens qui ont joué le jeu du traité de non-prolifération, la Corée a passé sa vie à manquer à ses engagements, à les trahir, et après, maintenant qu'on est équipés, ils sont là, et ils sont dans une position un peu inverse de celle de l'Iran. L'Iran essaie d'avoir une situation dans laquelle il doit être convenu qu'ils peuvent avoir à tout instant, assez rapidement, l'arme nucléaire et que ça les permet de ne pas l'avoir. Les Coréens ont l'arme nucléaire et ça leur permet d'être gentils. Donc, c'est et d'ailleurs, ça illustre les théories du général Gallois sur le pouvoir égalisateur de l'atome, sur l'avantage du faible au fort et la dissuasion du faible au fort. Et c'est la récompense, la sanction positive est reconnue par une communauté internationale éperdue de douceur, d'une douceur absente des relations internationales, bien sûr, que de dire, voilà, maintenant, c'est fait, on a pris notre bénéfice, on est là, on est tout propre, tout net. Bon, et ça, c'est en soi quelque chose d'important. D'autre part, le fait même de s'entendre entre les uns et les autres, le Nord et le Sud, c'est en soi, et là je suis très sensible à ce que dit Nicole, c'est en soi affirmer l'intérêt national coréen par rapport à tout son environnement. Alors, la deuxième question, c'était à qui ça profite dans l'environnement. Alors, on dit à l'origine, il y a un certain nombre de gens qui ont fait pression. Il y a la Chine, qui s'est même associée aux sanctions, donc qui a pris ses distances. Il y a les menaces incroyables, les tweets incroyables du président Trump. Il y a toujours l'extrême vigilance japonaise. Enfin, on a effectivement fait pression, en tout cas, sur la Corée du Nord. Et on dit, voilà, on a accepté tout ça. En réalité, je trouve que c'est pas comme ça que ça s'est passé. La Chine s'est trouvée un peu démunie. Alors, il est allé voir le dirigeant, Monsieur Kim est allé voir ses homologues chinois. Bon, mais c'est ailleurs que ça s'est passé. Quant à Trump, moi, je suis sceptique sur l'influence de Trump là-dessus. Je crois qu'il va en tirer un bénéfice politique intérieur très important. Ça, c'est indiscutable. Il va pouvoir vendre à son opinion l'idée que, en faisant le coup du gros lion, il avait réussi à amadouer son adversaire et à l'amener à cette situation nouvelle. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il a montré totalement son impuissance. Il a fait des menaces qui étaient dépourvues de toute possibilité de réalisation effective. Et c'est à un moment, c'est les Nord-Coréens qui ont sifflé la fin de la récré en disant on a obtenu ce qu'on voulait. On a nos armes nucléaires. Maintenant, on arrête. Mais la conséquence, c'est bien sûr que les Américains vont rester dans le jeu pour la raison que vous avez expliquée, c'est-à-dire que on ne peut pas déséquilibrer le Sud par rapport au Nord pour que ça continue à marcher. Mais en réalité, ce qui est caractéristique, c'est la puissance. Le fait même que les deux Corées se parlent, soient ensemble, c'est un recul de l'influence de tout le monde autour, de la Chine, des États-Unis. Parce que c'est quand même, comme disait le général de Gaulle à Phnom Penh, les Asiatiques, ils règlent leurs affaires entre eux, et il était exclu, quelle était la formule qu'il avait employée, que quelqu'un venu de l'autre côté du Pacifique leur impose un ordre. Enfin, il y avait une formule comme ça dans le discours de Phnom Penh, c'est on règle nos affaires tout seul. On est bien gentil, vous avez... Bon, quant aux Japonais, c'est une situation absolument catastrophique pour eux, parce qu'ils voient effectivement, les Japonais, ils sont vis-à-vis de la Corée comme la France vis-à-vis de l'Allemagne.
l'Allemagne. Hein. Quand l'Allemagne s'est réunifiée, Mitterrand a fait une tête longue de 3 pieds, parce que ça lui plaisait, très moyen, quoi qu'en dise Hubert Védrine. Et là, c'est exactement la même chose. Les Japonais sont évidemment très inquiets. Donc, alors la question finale, c'est est-ce que ce statu quo, le fait même de reconnaître ce statu quo, de le peindre en rose, de le peindre aux couleurs de la paix, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que la bicyclette peut tenir debout sans continuer à aller de l'avant? Pour l'instant, le scepticisme est de règle, parce que les Nord-Coréens n'ont jamais tenu leurs engagements, mais quand même, les choses peuvent changer, et je crois que l'intérêt respectif économique pour le Nord, politique pour les deux Corées, d'avoir de bonnes relations entre les deux Corées, ouvre peut-être une ère assez nouvelle dans leurs relations. Béatrice Gibelin. C'est bien évident que pour les deux Corées, que la situation s'améliore dans leurs échanges et il est bien évident aussi que c'est une très vieille nation qui a toujours réussi à se préserver alors qu'elle avait un immense empire près d'elle. Elle a toujours payé les tributs qu'il fallait de façon à garder son autonomie maximale. Donc il y a une conscience nationale en Corée, moi qui m'a toujours frappée quand je suis allée en Corée. C'est vraiment prégnant, si vous voulez. Bon, comment ils ont créé leur alphabet. Faut se souvenir qu'ils ont enfermé des lettrés pendant plus d'1 an au Palais Royal jusqu'à temps qu'ils sortent avec un alphabet qui serait pas les idéogrammes, qui serait plus le Japon, qui serait plus la Chine, mais qui serait un alphabet coréen. Je trouve que c'est très symptomatique de la force d'un sentiment national. Donc ça, je rejoindrai Nicole là-dessus. Loin de moi de dire qu'il n'y ait pas un sentiment national très, très puissant et qu'il y ait sans doute une aspiration un jour à ce qu'on ait une seule Corée, bien évidemment. De ce que j'en connais des Coréens du Sud, ils sont pas prêts à payer n'importe quel prix pour retrouver cette réunification. Et dans les tentatives qu'il y a eu d'échanges de familles qui sont venues du nord sur le sud, seule la nomenclatura a pu venir et ça a été un très très petit nombre de gens. Il y a une aspiration, assurément, à refaire un tout. C'est bien évident. Quant à dire, on aura une nation, puis on aura 2 États et ça fonctionnera comme ça, on n'est pas dans la situation de Taïwan, parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui a été extrêmement meurtrière entre 1950 et 1953, et qui a fait quand même des centaines de milliers de morts et des millions de morts. Donc, elle est présente, cette guerre. Elle est douloureuse et elle s'effacera avec le temps, mais elle demandera un peu de temps. Je reviens sur Trump. Le raisonnement que fait Nicole est un raisonnement rationnel. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on ait un partenaire avec Trump qui soit tout à fait rationnel. Et je pense même, moi, que la situation avec l'Iran, car le 12 mai, on saura si il prolonge le traité, l'accord qui a été passé en juillet 2015 sur la situation iranienne et le contrôle du développement nucléaire iranien. Moi, je pense qu'il risque fort de ne pas le prolonger. Bon, j'espère me tromper, mais je pense que compte tenu de ce qu'il a autour de lui, car s'il n'écoute pas toujours, il écoute ceux qui pensent comme lui. Donc, ses conseillers qui pensent pas comme lui, il les écoute pas. Les conseillers qui vont dans son sens, il les écoute. Donc, ça va poser des problèmes énormes, parce que s'il reconnaît de fait que la Corée du Nord, qui a tout transgressé, qui a été effectivement le voyou du nucléaire, on est obligé de faire avec à ce moment-là, mais ça donne à ce moment-là à l'Iran une possibilité de dire, attendez, de qui se moque-t-on ? Nous, 70 millions d'habitants, grand État, grande civilisation tout autant, nous, non, et le petit voyou là-bas d'Asie, oui, il peut. Bon, donc la situation, elle n'est pas si facile que ça, de dire, au fond, il compense avec la Corée parce qu'il va être sévère en Iran. Être sévère en Iran lui posera des problèmes vis-à-vis de la Corée, parce que, quoi qu'on en dise, et là je rejoins Jean-Louis, c'est reconnaître que s'asseoir sur tous les traités, tous les engagements et faire que ce qu'on veut peut avoir effectivement des bénéfices extrêmement importants. Donc je pense que la question du nucléaire restera centrale, et je ne suis pas sûr que Trump puisse, mais je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas la suite, je ne suis pas sûr qu'il puisse se contenter, oui, on gèle. Voilà, nous on reste présents, on continue à protéger la Corée du Sud, et puis on progresse plus, mais on s'en tient là. C'est pas du tout les déclarations qu'il a faites.
en disant qu'il voulait une dénucléarisation totale, complète et vérifiable. Donc, il en fait un point fort, si vous voulez. Ce qui permet... Béatrice, oui. Moi aussi je veux tout ça, mais j'y arriverai pas. Non, mais lui non plus. Je suis d'accord. Mais c'est pas une raison pour autant qu'à ce moment-là, il accepte de continuer sur une situation dynamique, positive. On est dans un jeu de poker menteur dans cette histoire-là, et je pense qu'il est plus fort que moi là-dessus. Nicole Nisotto. Oui, très rapidement, sur la question de Jean-Louis, est-ce que ça peut tenir ? Moi, je crois que la question, c'est est-ce qu'il est dans notre intérêt que cela tienne ? Et je crois que la réponse est oui. C'est dans l'intérêt des Occidentaux, de la paix mondiale. Non seulement que cela tienne, mais que cela progresse. Et que donc, les aider à trouver non seulement un langage, mais une forme d'unification à la Taïwan me paraît la meilleure des solutions. Considérer effectivement que les voyous gagnent, mais qu'en gelant le nucléaire nord-coréen au stade où il est, et entre parenthèses, souvenez-vous quand même qu'il y a 6 mois, les Américains disaient il lui faut encore 2 ans pour atteindre les États-Unis avec ses missiles balistiques. Il n'est pas encore à un stade de pouvoir menacer les États-Unis. Donc c'est le bon moment pour geler, avant qu'il fasse assez de progrès pour pouvoir menacer directement les États-Unis. Et troisièmement, avec un commerce intégré. Donc ça, je crois que c'est notre intérêt. Et sur effectivement, l'imprévisibilité, l'inconnu de la diplomatie personnelle de Donald Trump, certainement, oui. Mais simplement, moi, je crois que sur l'Iran, ça n'a aucun sens de la part des Américains de dénoncer le 12 mai l'accord avec l'Iran s'il n'y a pas en même temps une dynamique de sanctions et de punitions militaires de l'Iran. Alors, ils vont pas faire la guerre directement à l'Iran, mais permettre un conflit entre les Saoudiens et les Iraniens sur le terrain, ça me paraît être aujourd'hui la stratégie des États-Unis. Et c'est parfaitement compatible avec une dynamique de paix sur l'Asie, une dynamique de guerre sur le Moyen-Orient. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à un sujet de politique intérieure, la situation des droites dans notre pays. Marion Maréchal-Le Pen a annoncé l'ouverture de son académie à la rentrée 2018 à Lyon. Elle veut en faire le terreau de tous les courants de la droite pour détecter et former les dirigeants de demain. Cette volonté de rassembler intervient dans un paysage politique largement recomposé après la victoire d'Emmanuel Macron. Selon Marine Le Pen, les élections de 2017 ont laissé place à une nouvelle démarcation idéologique, séparant non plus la droite et la gauche, mais les mondialistes européistes et les nationaux. On aura pu voir lors de la semaine d'examen de la loi Asile-Immigration le résultat de cette ligne politique avec l'alignement quasi systématique des députés LR et des députés FN appelant conjointement à un référendum sur l'immigration. Face à cette convergence idéologique entre droite dure et extrême droite, de nombreuses voix réclament un rapprochement politique. L'appel d'Angers sur l'union des droites, signé le 23 avril, proclame ni les républicains délestés de leurs alliés centristes, ni le Front National toujours cornérisé, ni non plus les partis eurocritiques ne pourront l'emporter seuls. Parmi les signataires de cet appel, Robert Ménard, maire de Béziers, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, Jean-Frédéric Poisson, le Parti démocrate chrétien, Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Cette dynamique de rapprochement semble déjà passablement engagée. Marine Le Pen a appelé à voter pour le candidat Les Républicains à la législative de Mayotte. Et en Gironde, les élus du Front National, de Debout la France et des Républicains se sont unis dans un même mouvement. Parmi ceux qui rejettent cette possible coalition des droites, on trouve Laurent Wauquiez, qui s'estime crédible et prêt à gouverner et considère le vote Front National comme une impasse. Il menace d'exclusion les élus qui, comme Thierry Mariani, se rapprochent de ce front. Pour Henri Guénaud aussi, une telle union est vouée à l'échec. La droite ultralibérale, la droite traditionnaliste et la droite nationale n'ayant selon lui jamais réussi à s'entendre. Enfin, parmi ces différentes mouvances, on observe une résurgence des groupuscules d'extrême droite qui profitent de ce trou d'air au Front National et chez les Républicains pour gagner en visibilité lors d'actions coup de poing, comme lors de l'attaque du lycée autogéré de Paris ou plus récemment au sommet des Alpes pour empêcher les migrants de traverser la frontière. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que on a tendance, les observateurs ont généralement tendance à sous-estimer, notamment quand ils étudient la droite, les problèmes idéologiques.
considère toujours que ce sont des querelles de personnes. Est-ce que ce sera Marine, Marion, Wauquiez, etc. Et on parle de la droite comme s'il y avait une droite. Ce qui est faux. Il y a plusieurs droites et je pense que l'enjeu idéologique est devenu très important. L'enjeu idéologique traditionnel, c'est une droite, la droite issue contre-révolutionnaire, qui est donc souverainiste. D'ailleurs, là, il y a un héritage révolutionnaire sur le nationalisme, souverainiste, conservatrice, xénophobe, autoritaire, on trouve tous les ingrédients de la droite contre-révolutionnaire du 19e siècle, qui n'a jamais réussi jusqu'à présent à exercer le pouvoir, sauf à la faveur de la défaite de 1940 et de l'arrivée de la divine surprise, comme disait Charles Maurras, de l'arrivée du maréchal Pétain. Bon, donc on a et là on voit bien que tout cela presse d'un côté. Et puis d'autre part, vous avez la droite que Raymond Barre qualifiait de façon sommaire de libérale, sociale et européenne, qui est la droite dont le théoricien intellectuel était dans les années 50 et 60 Raymond Aron, qui était un homme qui venait de la gauche d'ailleurs, mais de la gauche anticommuniste, et qui disait, voilà, on est pour l'économie ouverte, pour une économie libérale, tempérée par de la protection sociale, la démocratie représentative, la décentralisation, et une dose plus ou moins forte. Aron était assez prudent sur la question européenne, d'intégration européenne. Donc on a ces deux choses-là. On pourrait subdiviser dans la première droite, on pourrait subdiviser deux attitudes car elles ne sont pas portées par les mêmes forces. D'un côté, il y a une attitude conservatrice sur le plan moral, religieux, c'est notamment incarné par Sens commun, que le Front National a boudé, du temps de M. Philippot et du temps de Marine Le Pen en phase philippiste, c'est-à-dire une réaction d'ordre moral contre tout un ensemble de lois mettant en cause la bioéthique, l'attitude, évidemment le mariage pour tous, la GPA, etc. Enfin tout le libéralisme culturel. Et puis d'autre part la question immigrée, qui est assez différente, parce que, par exemple, les catholiques sont extrêmement arc-boutés sur la lutte contre ce qu'ils considèrent être les excès du libéralisme culturel en matière de mœurs, mais en revanche sont tout à fait réfractaires à une attitude dure en matière d'immigration. Et ils sont favorables aux associations, aux droits d'asile, etc. Donc on a là une tension. Enfin, ces forces existent. Alors face à ces forces, face à ces deux courants, comment se situent ? Le problème, c'est que là, Macron fait quand même une OPA générale. Il fait une OPA sur le libéralisme, le poussant d'ailleurs le bouchon assez loin, l'exit tax, c'est un peu la dénonciation de l'exit tax, c'est une vraie provocation intellectuelle en disant j'irai jusqu'au bout d'un combat pour les mesures vraies et contre les faux droits ou les fausses réformes que propose la gauche. Donc il y a un ancrage libéral avec le risque d'être le président des riches, mais il y a aussi le discours aux évêques. Donc un discours qui pour la première fois prend profondément en cause, et avec autrement plus de subtilité dialectique que la phrase de M. Sarkozy sur les instituteurs et les curés, qui prend en compte le fait religieux, avec d'ailleurs, c'est un peu un fusil à tirer dans les coins, parce que le discours aux catholiques est indirectement un discours applicable aux musulmans. Donc il y a quelque chose de très subtil dans la manœuvre. Je parle du fait religieux et je m'adresse aux catholiques. Mais enfin, c'est quand même un discours qui répond à des attentes assez fortes des gens de sens commun. Et puis, troisièmement, sur l'immigration, il fait cette loi que je n'ai pas votée, parce que je la trouve un peu inexistante, un peu imaginaire en réalité. Elle ne traite pas vraiment de l'asile et de l'immigration, mais enfin, elle a quand même très clairement marqué le gouvernement d'un certain côté, du côté de la fermeté en matière d'immigration. Donc, il verrouille quand même très profondément le système, avec sans doute l'idée, d'une part, que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, mais aussi que ses vrais adversaires seront à droite et que à gauche, M. Mélenchon et tout ça verrouille la situation et que le Parti socialiste est incapable avant longtemps de sortir quelque chose. Alors face à cela, que font les deux autres ? Je crois que Wauquiez
Wauquiez, à mon avis, ça ne marche pas. Je pense que son analyse initiale était assez bonne, mais ça ne marche pas parce qu'il en fait trop. Et Wauquiez a le choix entre dire que Macron ne fait pas bien ce qu'il fait, ce qui me paraîtrait être le bon choix. Car je crois que face à un homme comme Macron et à cette espèce de couverture de tout le paysage que Macron réalise, ce qu'il peut permettre à la droite de regagner, c'est l'usure du pouvoir. C'est le fait qu'au bout de 5 ans, on en a assez, on trouve que les résultats sont pas là, que la croissance n'est pas au rendez-vous, que l'Europe ne répond pas, etc., etc. Donc, Wauquiez pourrait s'installer en disant, moi, je ferai un peu mieux, je ferai mieux, et faire des critiques de cet ordre. Mais lui, il a choisi de dire, il faut faire différemment. Et là, il se lance dans des trucs incroyables, comme la castration chimique qui fait peur à tout le monde. C'est des histoires. Pourquoi sortir des histoires de castration chimique? Ou alors une position sur l'immigration qui est extrêmement rude, ou sur les fichiers S. De dire qu'on va expédier tout le monde, ça veut dire qu'on met en cause les bases de l'organisation des libertés fondamentales en France. Donc tout ça ne va pas. Et du côté, je termine sur le Front National. Du côté du Front National, on a alors donc Wauquiez pourrait réussir, mais en plus il marche pas très bien sur le plan personnel. Il est très antipathique, très sectaire dans sa gestion du mouvement. Et au Front National, on voit bien que Marine Le Pen est profondément discréditée par son échec dans le débat, plus encore que son échec présidentiel en tant que tel, que Marion est en embuscade, mais il faut sortir de son embuscade, c'est très difficile. En réalité, les problèmes qu'on voit de ce côté-là, ce sont des problèmes de règlement de compte entre le Front National et LR, et c'est à la fois une base trop étroite et des candidats trop incertains et trop limités pour être une véritable menace à Emmanuel Macron, sauf si le bilan gouvernemental de celui-ci s'avérait profondément décevant, à la faveur notamment d'un retournement de la croissance. Marc-Olivier Padis. Oui, je ne reprends pas, je ne répète pas ce qu'a dit Jean-Louis, que je partage très largement. Il y a les enjeux idéologiques, et puis il y a aussi le fait qu'il y a un acteur qui est central, qui s'applique à détruire la droite. À gauche, le travail est à peu près fait, avec la complicité des acteurs eux-mêmes, et il lui reste à continuer à fragmenter une droite qui est déjà mal en point. On peut lire toute une partie des positions du président de la République en fonction de cette stratégie. Donc, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a, d'une part... en revanche, je suis en désaccord sur l'idée que la stratégie de Laurent Wauquiez, pour autant qu'elle me concerne, parte d'une analyse initiale qui était bonne. À mon avis, elle est complètement fausse. C'est-à-dire qu'il veut droitiser son mouvement pour essayer de récupérer les thèmes du Front National, et ce faisant, il ne fait que renforcer le Front National, alors qu'au bout du compte, il ne pourra pas s'allier avec le Front National. Et donc, il est dans une impasse. Je ne vois absolument pas comment... D'ailleurs, c'est ce que disent les gens du Front National. Ils disent, Wauquiez, il nous sert la soupe, il est dans une impasse stratégique, et donc c'est nous qui ramasserons la mise à la fin, et je pense qu'ils ont assez raison. Et d'ailleurs, les difficultés qu'il va avoir, il va avoir tout de suite, il faut voir maintenant les échéances électorales. La première, c'est les élections européennes. Là, il va falloir qu'il fasse un choix très compliqué, parce que les élections européennes, c'est essentiellement une question d'affichage. Il faut savoir qui va être la tête de liste. Et là, le choix va être déterminant. S'il prend une tête de liste comme Virginie Calmels, qui va être considérée comme pro-européenne, il va mécontenter tous les anti-européens ou les eurocritiques, eurosceptiques, comme on veut. Bon. Et s'il prend quelqu'un de trop eurocritique, il va faire passer les gens chez Macron, qui lui va avoir une ligne très pro-européenne. Donc là, il va avoir à faire un choix très compliqué. Ensuite, les municipales, ce sera beaucoup plus facile pour lui, parce que les élections municipales sont beaucoup plus susceptibles de produire des mouvements incontrôlables à la base, des alliances, des fusions de listes à la dernière minute. Et ça, il y aura des choses, effectivement, des collusions entre la droite et l'extrême droite. Et Laurent Wauquiez, je pense, a beaucoup plus misé sur ces élections municipales, parce qu'il a tout
tout un discours sur les territoires, sur le fait que le président des riches aurait abandonné les zones périphériques et ne s'intéresserait qu'aux métropoles. Tout ça qui n'est pas très étayé d'un point de vue sociologique ni écologique, mais enfin, ça donne un semblant de cohérence programmatique en phase avec cette perspective électorale. Mais maintenant, moi, je crois que toute la question qui est posée, parce qu'on voit toute cette agitation d'un petit monde, c'est vraiment pour les amateurs de micro-observation, tout ce monde entre la droite classique et l'extrême droite, l'appel d'Angers qu'a rappelé Philippe, etc. C'est vraiment pour les amateurs de curiosité politique, je dirais. La question qui est posée derrière, c'est est-ce que la vie politique aujourd'hui dépend encore de ces structures partisanes? Et c'est déjà la question qu'on s'est posée à l'élection présidentielle et qui est toujours posée quand on regarde, et pas seulement en France, quand on regarde les élections en Italie et dans d'autres pays où les recompositions politiques ont été très très fortes. C'est-à-dire, on voit que le désir de participation politique a changé de forme, il ne passe plus par le militantisme classique. Les outils de la participation démocratique avec le développement du numérique ont changé. Le cursus politique n'est plus le même. La carrière professionnelle avec des étapes, avec, disons, une montée en force progressive, avec des alliances, etc. Il y a un grand désir de renouvellement des formes et des formes partisanes, comme l'a vu La République En Marche, et puis surtout les clivages se déplacent. C'est-à-dire, est-ce que ce clivage gauche-droite avec de chacun de son côté, une extrême gauche, une extrême droite, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que effectivement les nouveaux clivages ouverts, fermés, libéral, autoritaires viennent se superposer et compliquer la donne? Et moi, je ne vois pas du tout dans le paysage à droite actuel un début d'amorce de réponse à l'ensemble de ces questions. Béatrice Gibelin. Bon, moi, je partage complètement le point de vue de Marc-Olivier sur cette situation. Je pense qu'effectivement, 2 éléments vont déterminer comment les choses vont évoluer pour la droite. C'est 1, le succès de la politique de Macron ou pas, avec un succès sur le champ économique, une diminution du chômage et une réelle amélioration de la vie de l'ensemble des Français. Pour le moment, on ne le voit pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est son socle aujourd'hui dans l'électorat, c'est la droite. Tous les sondages le montrent, c'est l'électorat de droite qui est le soutien le plus fidèle de la politique de Macron aujourd'hui. Et si il réussit dans sa volonté véritablement de bousculer et d'afficher au fond une forme de libéralisme économique revendiqué, il fidélisera une partie de cet électorat-là. Donc ça, c'est un point qui est important. Le deuxième moment qui me semble intéressant, c'est d'abord les européennes en 2019. La question de la tête de liste, comme Marc-Olivier l'a rappelé, il faut savoir qu'on est sur une circonscription nationale. On n'est plus du tout dans la configuration des dernières élections européennes, où on avait des circonscriptions grandes mais territoriales, ce qui change un peu la donne et qui, à mon avis, rend service, et c'est pour ça qu'ils ont choisi celle-là, aux candidats d'En Marche, si vous voulez, les foyers, les territoires bien ancrés, que ce soit le sud-ouest de la gauche, j'allais dire autrefois, mais qui reste encore quand même un peu présent, ou les grands territoires bastions de la droite, vont se trouver noyés dans un ensemble national et ça va beaucoup jouer. Puis, dernier petit point, c'est quand même les municipales dont on dit que Wauquiez compte dessus. Les porosités qu'on va avoir localement vont quand même laisser des traces. Et je pense que le Sud-Est, et plus que peut-être que la Gironde, si on se souvient de ce qui s'est passé dans les années 90, les alliances entre le FN et la droite pour garder des régions ou pour les gagner a quand même fortement fonctionné. Nicole Niesotto. Oui, moi je suis d'accord, donc je vais peut-être essayer de dire les choses différemment. Premier point, je crois que la situation de la droite républicaine, c'est-à-dire le parti Les Républicains, est beaucoup plus difficile. Les Républicains vont plus mal
que la situation de l'extrême droite. Contrairement à ce qu'on avait dit l'année dernière, après, en disant Madame Le Pen est finie, elle a complètement perdu, etc. Je crois que c'est faux aujourd'hui. Les Républicains vont plus mal que le Front National. Le parti est réduit à sa portion congrue de droite pure et dure parce que les autres sont partis effectivement captivés par la tentative de séduction d'Emmanuel Macron. Et deuxièmement, les Républicains n'ont aucune autre réserve de voix que à l'extrême droite. Et donc, on a cette espèce de dilemme de Laurent Wauquiez, comment être à droite de la droite sans devenir à l'extrême droite et sans conforter l'extrême droite. Et donc, moi, je crois premièrement que le Front National a gagné, entre guillemets, la bataille idéologique des droites, même si je ne remets pas en cause l'analyse l'analyse très subtile qu'a fait Jean-Louis Bourlange, mais elle a gagné la bataille idéologique. La seule chose qu'elle n'a pas avec elle, c'est le patronat. Et je termine sur un point, la vraie question, c'est les alliances, effectivement, entre la droite et le Front National. Alors, pour l'instant, ils sont identiques sur le plan idéologique et ils sont en lutte à mort, un duel à mort pour avoir le leadership à droite. Mais je crois que cette question de l'accord entre les Républicains et le Front National, ça sera l'heure de vérité des municipales. Les européennes, c'est évident qu'ils vont pas faire affaire, mais aux municipales, moi je crois qu'on va aller, comme dans toute l'Europe, vers des accords entre les Républicains et l'extrême droite, malheureusement. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brefs, que je vais ouvrir 2 fois. Une fois par quelque chose qui n'a rien à voir, qui est que dans les réponses que vous avez faites à nos questions sur les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans nos thématiques d'été, il y a une très 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 grande quantité d'entre vous qui souhaitent que nous parlions de différents pays étrangers. Nous l'avions fait à Noël, à propos du Portugal. Mais Noël était une période où nous n'avions pas encore la même quantité d'auditeurs que ceux que nous avons aujourd'hui, et j'ai donc décidé, non pas seulement pour des raisons de commodité, comme on pourrait le croire à cause du nombre de ponts qui s'enchaînent, mais que la semaine prochaine, nous rediffuserions cette émission sur le Portugal. J'en viens maintenant à ma recommandation, elle est celle du numéro du 40e anniversaire de la revue Commentaire. Ce serait trop long de citer tous les articles qui méritent de l'aide, d'ailleurs. Sans doute le méritent-ils tous, mais je ne les ai pas encore tous lus. Mais j'en cite un, celui de George Walden. George Walden a été diplomate, puis il est devenu député conservateur de la circonscription de Buckingham, le Buckinghamshire. Il a été secrétaire d'État à l'enseignement supérieur du gouvernement de Mme Thatcher, puis ensuite de celui de M. Major. Et il écrit à propos de son parti un article d'une sévérité et d'une cruauté remarquable qui n'a d'égal que la cruauté et la sévérité dont il fait preuve à l'égard des travaillistes de Jeremy Corbyn, ou même plus précisément de Jeremy Corbyn. Voilà l'un des articles de ce numéro du 40e anniversaire de Commentaires. Marc-Olivier Padis. J'ai lu cette semaine un livre de sociologie de Stéphane Beau, La France des Belloumi, Portrait de famille 1977-2017 aux éditions de la Découverte. C'est un livre très original et que je recommande pour 3 raisons. La première, c'est que Stéphane Beau est un sociologue qui écrit agréablement. Il n'y a jamais de jargon chez lui, même s'il est très rigoureux et très précis. La deuxième, c'est que c'est une démarche originale. C'est une étude de cas. C'est une famille, les Belloumi, qui sont en France depuis l'arrivée des parents dans les années 50-60, et non, depuis 77, pardon, et on décrit l'itinéraire de cette famille, notamment des enfants. Et la troisième raison, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas un seul modèle d'intégration. D'abord, l'intégration fonctionne. Il y a 7 enfants dans cette famille. Ils sont tous en emploi. Ils ont tous fondé une famille avec les aléas de la famille aujourd'hui. Non, il y a 8 enfants, excusez-moi. Mais ce qu'il montre, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique d'intégration. Le modèle des filles n'est pas le modèle des garçons, le modèle des aînés n'est pas le modèle des cadettes, et que néanmoins tout ça finalement arrive à rejoindre le courant central. Béatrice Gibler. Moi, c'est un livre qui va sortir, que j'ai eu en service de presse, qui s'appelle « Israël, l'obsession du territoire », qui est écrit par Julieta Fuentes Carrera, qui est en fait une Mexicaine, qui a fait sa thèse à l'Institut français de géopolitique, et qui met en valeur la stratégie d'aménagement du territoire absolument continue, depuis les premières implantations juives dans la plaine marécageuse, qui est toujours la zone la plus densément peuplée, mais maintenant elle est plus marécageuse, avec cette stratégie d'implantation par tête de pont, qui continue aujourd'hui de la même manière avec les stratégies des colonies. On avance, on renforce, et à partir de là, on a un point fort et on continue à avancer. Et c'est cette, j'allais dire, stratégie implacable,
extrêmement bien pensé et adapté au fil du temps, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut regarder de très très près. Vous connaissez la date de publication ? La semaine prochaine, ce sera en librairie. Très bien. Nicole Disotto. Alors moi, je vais rester dans la littérature et recommander très chaleureusement le dernier roman de John le Carré, intitulé L'héritage des espions, paru au Seuil. C'est un immense plaisir. C'est du grand Le Carré, c'est celui qu'on préfère, en tout cas moi que je préfère, c'est celui de la guerre froide, du grand jeu Est-Ouest, des maîtres espions solitaires et désabusés des deux côtés du rideau de fer. Donc notamment, ce sont les gens de Smiley que l'on retrouve aujourd'hui, en 2018. Alors, l'histoire est très complexe, je ne vais pas la raconter, c'est simplement la suite et la fin, c'est une boucle, la boucle, de son premier roman, qui était L'espion qui venait du froid. Et donc, c'est une espèce de réflexion très mélancolique sur la vanité de l'histoire, sur la relativité du bien et du mal. Est-ce qu'on a le droit de faire le mal pour un bien qu'on juge sincèrement supérieur ? C'est absolument magistral. Jean-Louis Bourlange. Oui, un point là-dessus, sur ce qui me paraît illustrer parfaitement le charme ambigu de John le Carré, c'est dans le film sur la taupe où on voit le Noël, les cérémonies de Noël du service d'espionnage, et à un moment ils se lèvent tous et ils entonnent ensemble l'hymne soviétique. C'est quand même assez remarquable. Alors moi je voudrais recommander, comme je le fais régulièrement, le rapport publié par la Fondation Robert Schuman, rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union européenne. En 2018, chaque année, Jean-Dominique Giuliani, Michel Fouché, Thierry Chopin nous proposent ce rapport. Je crois que pour tous ceux qui s'intéressent à l'Europe, c'est quelque chose de tout à fait précieux qu'à d'avoir la collection, que de suivre pas à pas ces analyses extrêmement bien renseignées, extrêmement bien documentées. Et je dois dire que pour les gens qui participent au Nouvel Esprit Public, ils auront là l'occasion de lire un très bon article de Nicole Niesotto, publicité gratuite. Merci beaucoup. Jean-Louis. Je vous rappelle donc que le Nouvel Esprit Public est une émission préparée avec Valentin Petit, que c'est Nicolas Tourneau qui assure la gestion du site. Nouvelles Écoutes et Julien Neuville produisent l'émission. C'est l'arrière-boutique et Maxime Olivier qui en assurent l'enregistrement. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, réédition de notre émission thématique consacrée au Portugal.